général André Coustou. Bonjour, vous avez bien voulu me rencontrer pour que nous parlions d'un problème vraiment spécifique qui peut paraître, disons, peu important, qui est le problème du halal, puisque je suis le président d'une association qui s'appelle Vigilance Halal, je suis vétérinaire et je me bats depuis 12 ans pour cette pratique. Et au-delà de cette je vais vous en parler, je vais vous fixer le cadre, bien entendu. Au-delà de cette pratique, je me suis rendu compte que c'était un moyen extrêmement important de contrôle social et d'islamisation de notre pays. Alors, si vous voulez, le halal, c'est, on le réduit à l'abattage des animaux, l'abattage des animaux de boucherie. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Beaucoup plus large que ça, puisque halal, ça vient du Coran, et ça veut dire ce qui est pur, ce qui est permis par la loi coranique, par la charia. Donc le halal, il faut bien vous fixer, le halal, c'est la charia. La charia, c'est la loi islamique, et je vais essayer de vous démontrer que la loi islamique n'est pas compatible avec notre loi, avec nos lois, donc sur lesquelles nous vivons depuis des siècles dans nos pays, qui ont évolué, qui ont pu s'adapter, évidemment, à la modernité. Alors, le halal, disons, on va revenir au sens strict dans lequel les personnes, ça pose trois problèmes. La souffrance animale, un problème d'hygiène, parce que c'est contraire à nos règles d'hygiène, et un problème de laïcité, financement d'un culte, puisque ça entraîne des circuits financiers extrêmement importants qui ne sont pas donc suivis, bien entendu. On ignore, voilà, et voilà, on ignore leur destination pour souvent, et ça permet de financer les mosquées notamment, et à l'insu du consommateur en plus, qui plus est. Alors, c'est les trois problèmes de base. Mais au-delà de ces problèmes de base, et je terminerai là-dessus pour faire un survol très rapide, parce qu'on va parler d'autres choses par la suite, c'est un moyen de conquête de l'islam parce que ça permet un contrôle social des populations musulmanes qui sont, ou de culture musulmane qui sont sur nos sols, pour les empêcher de s'intégrer, voire même de s'assimiler. Hein, c'est-à-dire qu'on les maintient, il faut à tout prix qu'elles soient dans la charia, hein, et en leur disant que c'est bien mieux de manger halal, etc., de porter le voile, puisque le voile c'est la même chose, hein, c'est halal, etc. Tout le ramadan, donc tout cet ensemble de lois. Voilà. Alors, c'est extrêmement important parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons, par le fait d'une immigration de masse, l'introduction dans notre pays de mœurs, de culture, de conception de la vie même au plus profond, qui est totalement contraire et avec laquelle, qu'on le veuille ou non, il est très difficile, voire même impossible de vivre ensemble. Alors, vous voyez, un petit peu, je fixe le cadre dans lequel nous allons parler de cette problématique. Et j'aimerais avoir votre avis de praticien, si j'ose dire, de la chose publique, hein, puisque l'armée, elle fait partie, c'est l'armée de la République. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette problématique qui est liée au halal, mais beaucoup plus largement à l'islamisation et au risque de bascule de notre pays dans une société musulmane? Alors, Impératif, bonjour. Je salue Oui, bon. également les amis de la France que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Vous avez dit un mot qui a écorché un petit peu la seule oreille valide qui me reste. Vous avez dit l'armée de la République, c'est l'armée de la France. Oui. Aujourd'hui, c'est une République. Demain, on ne sait pas. Donc, moi, j'ai servi la France. C'est un détail. Alors, je crois qu'il y a une chose qu'il faut éclaircir d'abord. Les gens ne se rendent pas bien compte. Il y a les bons et les mauvais. Il y en a partout des bons et des mauvais. Et que ce soit les musulmans, les islamistes, que sais-je encore, ils se réfèrent tous au même texte que vous avez cité, à savoir le Coran. Alors, il y a les bons musulmans qui appliquent le Coran à la lettre, c'est-à-dire qui assassinent les mécréants dont je fais partie, et il y a les mauvais musulmans au regard du Coran,
qui sont beaucoup plus gentils avec nous. Autrement dit, ceux que nous considérons comme des gentils ne sont pas des bons musulmans. Et inversement, je crois qu'il faut bien faire le distinguo entre ces deux notions. Maintenant, ils se réfèrent tous au même texte, le Coran. Et vous l'avez évoqué, moi, soldat, je constate que un certain nombre de sourates, de versets ou de hadiths ne sont pas compatibles avec nos lois. Et c'est de là que vient le problème. Si les musulmans, qu'ils soient gentils ou pas, respectent, appliquent nos lois, il n'y a pas de problème. Or, les mauvais musulmans pour nous, mais les bons au regard du Coran, ne respectent pas nos lois. Et en témoignent les nombreux attentats de toute nature. Car, entre nous, vous ne le répéterez pas, mais est-ce que vous avez entendu beaucoup d'attentats opérés par des catholiques, par des juifs, par des protestants ou par des chinois? Non, pas tellement. Autrement dit, les gens qui commettent des attentats sont un peu drogués, me semble-t-il. Drogués par quoi? Je ne suis pas médecin, mais je crois que ce n'est pas par de la cocaïne. Alors, oui, si vous voulez, justement, ce combat contre le halal m'a amené à étudier l'islam, c'est-à-dire les textes de l'islam, et donc, encore une fois, vous avez très bien fait de faire la différence entre les musulmans et l'islam. D'ailleurs, je pense que la notion d'islamisme, etc., est erronée, parce que vous l'avez là aussi souligné. Les islamistes sont des musulmans qui respectent leurs lois et le Coran, donc à la lettre. Hein. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit livre qui s'appelle L'Islam sans voile, un petit peu comme l'islam pour les nuls, et dans lequel j'ai développé d'ailleurs non pas une théorie, mais une déduction qui résulte de lecture, à savoir que le Coran, par les injonctions absolument dramatiques qu'il donne à ceux qui le suivent à la lettre, entraîne une forme de schizophrénie et une forme de violence. C'est-à-dire qu'on parle de détraqués, si vous voulez, quand il y a des attentats islamistes, mais effectivement, je pense que l'islam, et j'ai un tas de références de psychiatres ou de psychologues qui montrent que l'islam appliqué à la lettre peut nuire à la santé psychique. Voilà. Bon, donc ça c'est excellent. Et en fait, pardonnez-moi, Alain. Quand vous parlez de l'islam, on parle souvent d'une religion. Ce n'est pas une religion, c'est une idéologie. C'est une idéologie, je suis entièrement d'accord. Socio-économico-religieuse, dont le dernier pan voile le reste. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Non, mais votre intervention était parfaitement légitime, en l'occurrence. Et alors, justement, vous abondez dans le sens de déduction que je suis été amené à faire à propos de l'islam, à savoir que c'est encore moins une religion parce qu'il n'y a pas de clergé. Hein, un imam n'est pas un prêtre, ni un rabbin. Un imam, donc, n'est pas un prêtre. Il n'y a même pas de liturgie à proprement parler. Hein, dans la pratique de l'islam, c'est lorsqu'il se retrouve à la mosquée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre, parce que beaucoup de gens se font plaque sur l'islam ce qu'ils ont comme connaissance du christianisme. Et donc, ils commettent un contresens total. Alors, ça nous amène évidemment à l'aspect vivre ensemble. Est-ce qu'il est possible de vivre ensemble avec l'islam, qu'il faut distinguer du vivre ensemble avec les musulmans? On peut très bien vivre ensemble avec des musulmans, à condition, si j'ose dire, que leur pratique, qui ne revendiquent rien de leur pratique. Mais on est dans un rapport de force, hein, puisque à cause de l'immigration de masse, musulmane essentiellement, on se trouve avec un rapport de force et en plus avec la natalité, qui fait que maintenant on en vient, et c'est là où vous allez être
il est intéressant de connaître votre point de vue. On en arrive à parler de la rue arabe. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce qui se passe à l'heure actuelle au Proche-Orient, le gouvernement n'est pas libre de prendre les mesures ou les mesures donc de politique étrangère qu'il serait à prendre à cause de la rue arabe. C'est incroyable. Et donc, ça nous menace. On a bien vu ce que donnait, on a bien vu ce que ça a donné donc en Angleterre, au Royaume-Uni, on va en parler, à la fois des troubles civils. Hein, il y a eu les émeutes aussi l'an dernier. Donc, qu'est-ce que vous pensez, comment vous pensez, mon général, donc, du rôle de l'armée dans cet affrontement que malheureusement, malgré donc beaucoup de personnes qui ont tiré le signal d'alarme, hein, en Angleterre, d'ailleurs, au Royaume-Uni, il y a Enoch Powell qui avait parlé, il avait fait un discours qui avait fait scandale, il avait intitulé Les fleuves de sang, il prévoyait des fleuves de sang. Mais on a Gérard Collomb qui a parlé de vivre face à face. Donc, ça vient. Qu'est-ce qu'on peut, vous pouvez dire, général, donc sur votre perception de la chose et les solutions qu'on pourra y appliquer? Alors, ma perception est celle d'un soldat, pas d'un politique. Et il y en a un qui raisonne en base 10 et l'autre en base 8. C'est-à-dire que le soldat ne peut pas se mentir et ne peut pas mentir. Le politique, lui, utilise le mensonge comme un moyen habituel de s'adresser à ceux qui l'ont élu. C'est comme ça. Alors, le soldat, il agit dans la légalité, c'est-à-dire qu'il obéit aux politiques. Alors, je rappelle quand même qu'il y a des limites et que le soldat a le devoir de ne pas obéir à des ordres illégaux. Bon, quand déjà l'armée, tous les jours, on me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, on n'est pas content, qu'est-ce que vous attendez? L'armée ne va pas faire un putsch, un coup d'État. L'armée obéira aux politiques. Sauf que, encore faut-il que le politique ait suffisamment de courage pour prendre les bonnes décisions. L'armée interviendra dans un cadre juridique. Si les règles ou les lois ne sont pas adaptées, c'est au politique de les changer. Or, le politique est très pusillanime. Il veut surtout pas de bavure. Le rôle de l'armée est très difficile. Je me souviens qu'une sénatrice de Marseille-Nord avait appelé à ce que l'armée intervienne dans le Nord. Bon, c'est un peu risqué. Ce qui, a priori, n'est pas son rôle. Voilà, c'est pas du tout son rôle. D'ailleurs, je m'étais expliqué il n'y a pas longtemps parce que quand on fait intervenir l'armée, c'est délicat. Le soldat, lui, ce n'est pas un gendarme, ce n'est pas un policier qui accepte. C'est pourquoi les autres sont formés, à savoir que se faire insulter, recevoir des crachats, des pavés, j'en passe et des meilleurs. Le soldat, lui, moi, on m'a appris que le soldat tirait et que le premier coup devait être le bon. Parce qu'un soldat, c'est pas une majorette. Hein. Alors, quand on engage l'armée face à la population civile, il y a un risque de bavure évident. L'exercice est extrêmement délicat. Ça veut dire que celui qui donne l'ordre d'engager l'armée, eh bien, il accepte, en dernière extrémité, pour des raisons diverses, de provocation, de filtration, que le soldat riposte. Et là, ça peut se dégrader très vite. Autrement dit, avant l'engagement de l'armée, moi, je regarde toujours vers le politique. C'est à lui de prendre la décision après avoir bien réfléchi au problème, sauf que, malheureusement, les gens qui décident ne décident pas en fonction des intérêts de la population. Donc, vous savez, l'armée est souvent à la roue de secours. Quand le politique ne sait pas quoi faire, eh bien, il appelle l'armée. Ça a été valable dans un certain nombre de cas historiques et des cas beaucoup plus récents. Je me souviens très bien, quand on nous confiait les jeunes défavorisés pour les reprendre en main. Quand les politiques sont en désarroi, je tourne vers les soldats. Alors les soldats, après, évidemment, si ça marche, c'est grâce aux politiques, si ça ne marche pas, c'est à cause des soldats. C'est comme ça que ça marche aussi. Hein. Voilà, donc on a du mal à se comprendre, mais le soldat obéit, a priori il obéit.
Donc, jusque-là, Alors, je ne m'avance oui. pas beaucoup. Alors, bon, ça c'est le cadre, si vous voulez, théorique quand tout va bien. Mais Voilà. on voit bien, donc, avec la situation politique, voire même géopolitique actuelle, que on se trouve en cas de vacance du pouvoir, hein, hypothèse qui n'est pas totalement absurde. Qu'est-ce que l'armée peut faire en cas de troubles graves qui affectent l'avenir du pays? Est-ce que donc l'armée pourrait envisager, alors je sais que faut y aller avec grande prudence dans cette conception, dans cette un petit peu de franchir le Rubicon, hein, parce que la situation de notre pays est catastrophique. Tout le monde le dit. Il y a, vous le savez, vous avez entendu parler des problèmes financiers, le mur de la dette, le fait que la France peut être mise en redressement, en banqueroute, et on a une carence du pouvoir, on le voit à l'heure actuelle, on va avoir une impuissance politique. Et dans le cadre de cette impuissance politique, comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre des troubles sociaux graves sans même aller jusqu'à sans même aller jusqu'à la guerre civile, bien entendu, des troubles sociaux graves. Et c'est ça qui est angoissant pour la plupart des Français, hein, et dans lesquels, évidemment, on aura sans doute besoin de se tourner vers l'armée, pas comme majorette, bien entendu, comme vous l'avez dit, mais comme acteur principal, fiable, solide, sain. SAIN et peut-être aussi, voire même SAINT, hein, voilà. Donc, c'est un petit peu le débat qui nous amène. Et dans le cadre de cette conversation que nous avons, le problème de l'islam, l'islamisation et de populations qui, à l'évidence, nous veulent pas du bien, c'est perceptible, hein. Il est probable, il est possible que on ait besoin de l'armée. Voilà. Comment est-ce que vous envisagez cette possibilité? Alors, je me sens tout petit parce que cette question, vous devriez la Oui, poser au chef d'état-major des armées. oui, oui. Il y a pas plus tard qu'hier que Ils exprimaient. ça était extrêmement difficile. Le monde d'avant, c'est passé. Bon, donc il le dit. Et si c'est lui qui le dit, ça a quand même un sens. Parce que les complotistes comme moi-même, qui le savions depuis longtemps, Oui, je peux vous le regarder le dire. Alors, le soldat, euh, vous savez, on parle souvent du refus d'obtempérer. Et dès qu'il y a un refus d'obtempérer avec une bavure, il y a une enquête qui est commise vis-à-vis des policiers. À partir du moment où il y a refus d'obtempérer, pour moi, je dis qu'il doit y avoir présumé comment dirais-je, pas d'innocence, mais au contraire de responsabilité de la part s'il refuse. Alors, le soldat, quand il se trouve avec des gens qui sont en face de lui armés, moi, je n'ai aucun scrupule. Si un type est avec une Kalachnikov en face de soi, un civil, quoi qu'il fasse, eh bien, pour moi, il n'y a pas de quartier. Il ne faut pas exagérer. Nous sommes dans un pays qui se dit démocratique. Alors, avant d'en arriver là, évidemment, mais on sait très bien qu'il y a des quartiers entiers où il y a des arsenaux qui sont supérieurs à certaines de nos armureries. Le général Soublet, en son temps, avant d'avoir été écarté longtemps à gendarmerie, parce que il avait dit des choses qui n'avaient pas plu, et grâce à une fuite organisée, on avait envoyé, je ne sais pas où, dans le Pacifique, il avait dit que sur les quartiers sensibles, à titre préventif, on pouvait très bien régler le problème quartier par quartier, d'une manière ferme mais légale, avec un juge ou un judiciaire, etc. Bon, mais on a les moyens de le faire. Encore une fois, encore faut-il que le politique le veuille. Alors si l'armée, elle s'engage à pas de sa propre initiative, je ne crois pas. Enfin, je parle pas des subordonnés. Là encore, la responsabilité, revient au chef d'état-major des armées. Je suis désolé, mais ses épaules sont larges. Il est là pour ça. S'il engagera, s'il estime que, bon,
Je ne peux pas en dire plus de ce côté-là. Mais si l'armée est engagée, eh bien, elle ne se couchera pas, elle ne doit pas se coucher, parce que si elle est engagée, c'est dans l'intérêt de la population. Elle est là pour défendre la France, et non pas pour défendre un régime, ou qui sais-je. Elle est là pour défendre la France. Si la France est en danger parce qu'il y a des gens armés dans la rue, eh bien l'armée doit faire son travail. Elle doit nettoyer ces gens-là qui sont des dangers publics pour la population. C'est mon avis et je partage largement. Tout à fait. Alors, justement, vous avez soulevé un problème et puis on ne va pas s'étendre là-dedans parce que je pense que vous avez fait une réponse très claire et donc je pense qu'on a dressé ce tableau à partir du halal. Vous voyez donc la logique, le halal, l'islam, l'islamisation, la présence d'un corps étranger, hein, il faut bien le dire. Hein, donc, même s'il y a des musulmans, j'en connais moi-même beaucoup qui sont inquiets eux aussi, parce que, voilà, ils sont inquiets de cette chose-là, qui sont donc sans doute pas des bons musulmans, puisqu'ils ils sont déjà, selon votre définition. Ils n'ont pas encore eu leur Vatican II. Voilà, voilà. Alors, oui, ça c'est un autre problème. Donc, on ne va pas s'engager à une discussion théologique. Mais ceci étant, ça pose quand même le problème. Je vois que le chef d'état-major des armées s'est exprimé devant le MEDEF récemment, il y a 2-3 jours, je crois. Oui. Donc, lui aussi voit les choses. J'ai lu j'ai lu le compte-rendu de son intervention qui était quand même un petit peu, comment dirais-je, adouci. Enfin, on sentait qu'il ne voulait pas aborder les sujets qui fâchent, mais enfin, là aussi, lui aussi est inquiet. Alors, l'armée, vous avez bien fait donc de rappeler que l'armée elle est loyale à la France. Hein, et si la France est en danger, donc elle interviendra d'une manière ou d'une autre sous voilà, alors les ordres d'un pouvoir politique, mais le pouvoir politique étant évanescent, hein, à la fois tout puissant et impuissant, hein, puisque M. Macron est tout seul finalement, puisque j'ai lu ce matin, vous avez dû le lire comme moi, que le gouvernement étant démissionnaire, le gouvernement actuel ne pourrait pas être renversé parce qu'il est démissionnaire. Hein, on arrive à quelque chose, donc on n'a plus que M. Macron est-ce que le chef d'état-major des armées répondra aux ordres de Macron s'il ordonne de tirer sur la foule? Ça s'est passé, comme vous l'avez appelé, dans l'histoire. Hein, ça s'est passé dans l'histoire. Il y a eu des faits à fourmi, donc lors du grève des mineurs. Je crois avec les vignerons dans le sud. Les vignerons dans le sud, voilà, etc. Ça s'est passé dans l'histoire. Donc, justement, notre but n'est pas de dire qu'il faut faire ça. Notre but est de prévenir cette chose-là par justement je pense. Donc ça sera peut-être le mot de la fin. Notre rôle, enfin le vôtre surtout, en tant que responsable de ce beau corps social qu'est l'armée, hein, donc qui est indispensable, hein, puisque je ne sais plus qui disait, c'était un pays a toujours une armée sur son sol, la sienne ou celle des autres. Hein. Vous avez certainement dû entendre cette maxime. Donc, nous souhaitons avoir une armée française qui défende la France sur notre sol. Et comment, donc ça sera un petit peu le mot de la fin, parce que je pense qu'on est arrivé au terme de ce que nous étions fixés au point de vue temps. Comment est-ce qu'on pourra, est-ce que vous voyez, dans le cadre de cette vacance du pouvoir, comment est-ce que l'armée, dans le cadre des institutions et des lois, c'est quelque chose de très difficile, hein, c'est une question, voilà. Est-ce que on en a déjà un petit peu parlé, comment est-ce que ça pourra se faire? Alors actuellement, évidemment, c'est peut-être un peu tard, mais je suis appelé à un projet concret, consistant, pour que entre l'armée et la population, il y ait une plus grande proximité. Parce que l'esprit de défense,
là que tout va partir. Est-ce que vous avez entendu beaucoup de députés se présenter en donnant leur avis sur la question de la défense? Non, non. Donc, il faut rapprocher l'armée de la population et vice-versa. Je m'y employé, oui. Je m'y employais avec force là. C'est pour ça que je n'ai pas encore commencé les vacances d'été. Hein. Mais s'il y a des réactions immédiates, je crois que les chefs militaires ont quand même le droit de réfléchir. Ils ont le devoir de réfléchir. Lyoté disait que l'indiscipline est la marque des grands chefs. C'est-à-dire que quand la situation le commande ou l'exige, certains chefs, certains échelons ont le devoir d'intervenir. Bon, c'est facile pour moi de dire ça, je suis à la retraite. Moi, je ne vais pas y aller à la baïonnette. C'est compliqué. Je crois que la règle ou la ligne rouge à ne pas franchir, c'est quand la population est en danger. Et qui que ce soit, d'ailleurs, c'est conforme à la loi. Ou alors, il y a non-assistance en personne en danger. Alors, c'est difficile. Je plains mes camarades d'actifs parce qu'on n'aura pas bien préparé le terrain. Et la situation aujourd'hui est gravissime. Voilà. On ne peut que s'en remettre au bon sens, si ça existe encore, dans les plus hautes sphères de nos gouvernants. Oui. Désolé, voilà. Je vous laisse sur votre faim. Hein. Oui, ben, de toute façon, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat, difficile, mais je vous remercie d'avoir tracé quand même quelques pistes, et notamment ce rapprochement entre l'armée et la population. Hein. Donc, il faut mettre en place des passerelles, bien entendu, une information, et je pense que cet entretien, modestement, permettra d'éclaircir un petit peu cette problématique, puisque on a besoin d'espoir. On a besoin d'espoir, oui. Savoir. Alors, Alain, le 26 septembre prochain, je ferai une déclaration publique pour présenter ce projet. Le 26 septembre, ici, en Bretagne, je suis, dans mon fief. Voilà. Oui, d'accord. Ben, écoutez, nous sommes pleins d'espoir. Nous savons que vous avez beaucoup d'énergie, un franc-parler qui fait plaisir dans le contexte actuel. Et nous suivrons donc le 26 septembre. Sous quelle forme? Ça aura lieu sous quelle forme? Donc une conférence de presse, une émission? Laissons un peu de suspense encore. La conférence de presse viendra un tout petit peu plus tard. D'accord. Bon, écoutez, donc là, vous nous avez donné du concret. 26 septembre, voilà. On en saura plus. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Alain. Et donc, nous nous connaissons et nous travaillons ensemble déjà depuis un petit moment, mais il est utile justement que les personnes de bonne volonté s'unissent pour le bien commun. Voilà. Merci mon général. Et nous sommes sous vos ordres. Ou alors, puisque je suis vétérinaire, vous savez, bon, je faisais les champs de course aussi, on disait les chevaux sont sous les ordres, hein, donc avant le départ. Donc nous sommes dans les starting blocks, en quelque sorte. Merci beaucoup et Au revoir, les amis de la France. Et bon courage. Merci.